J'espère que nous avons beaucoup d'auditeurs et il y a d'anciens amis qui sont revenus. Et ce que nous allons faire, c'est parler de la façon de faire des blogs et vous verrez qu'on va vous donner des recettes pratiques qui, je l'espère, permettront de structurer votre intervention euh, pour permettre d'équilibrer subjectivité et objectivité. Mais nous allons rentrer tout à l'heure dans le détail. À mon avis, dans les blogs, il faut que l'on puisse être proactif, en particulier lorsque l'on parle de l'agriculture, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Et finalement, le point clé, c'est cette proactivité en faveur de l'agriculture. Essayer de dépasser les arguments, la confusion et les enjeux. Lorsqu'il est question d'agriculture, il faut que les gens comprennent bien les différentes questions, les différents enjeux d'un point de vue agricole, avant que quelqu'un d'autre ne présente son propre point de vue. Il vaut mieux être en avant qu'être en arrière pour expliquer les choses. Donc, il faut donc pouvoir expliquer les choses et des fois les expliquer même avant qu'elles se produisent. Les médias sociaux nous donnent l'occasion de le faire et c'est là que les blogs, les web blogs sont un média social et nous y reviendrons tout à l'heure en détail, mais la clé de cette présentation, c'est précisément de pouvoir intervenir avant que l'enjeu ne se pose de lui-même. Et c'est pour ça qu'on fait des blogs. Et comme Chris le disait, un blog, c'est un outil extrêmement utile pour faciliter la conversation, l'éducation et le transfert des connaissances technologiques. Là encore, on ne veut pas trop en profiter, il faut utiliser les choses à bon escient et c'est pour ça qu'on va vous présenter les choses aujourd'hui. Mais cela permet de lancer la conversation sur l'agriculture et c'est un bon mécanisme pour pouvoir le faire puisque les gens peuvent vous répondre, ce qui maintient et entretient la conversation. Vous pouvez éduquer les gens sur certaines questions, sur certaines vérités de l'agriculture euh, que les gens ne connaissaient pas ou dont ils n'étaient pas au courant. Et là, ils vont en apprendre un peu grâce à vous. Euh, et, et cela permet également de transférer les connaissances. Et ça permet de transférer les connaissances, par exemple, d'un agriculteur, d'une université, d'un gouvernement, euh, et de mettre cette connaissance entre les mains d'autres agriculteurs ou des médias, bref, des gens qui peuvent utiliser ces connaissances. Alors voici un de mes blogs. Moi, je suis un blogueur chevronné, ça fait longtemps que je suis là-dedans, je dirais 7 ou 8 ans peut-être, et j'essaie de le faire régulièrement, et je fais de mon mieux pour avoir quelque chose à dire toutes les semaines, et pour expliquer donc les choses que j'ai à dire. Mon blog, fondamentalement, c'est un, un blog qui utilise des mots-clés. Et c'est cela que je vais expliquer aujourd'hui. Il y a un logiciel qui s'appelle WordPress. Et si je peux utiliser ce genre de programme, eh bien d'autres pourront le faire. Et ça n'est pas bien compliqué. Et cela permet donc d'avoir un plan de ce qu'on veut dire. Et le studio Arcady a modifié et amélioré son logiciel. Cela permet d'aller au-delà des gabarits standards des blogs. Je crois que ça fait à peu près 4 ans maintenant que j'utilise ce gabarit de blog que j'ai monté moi-même. Et je l'utilise. Vous voyez EDRD 3050 à droite. C'est un cours de communication que j'enseigne
à Guelph. Euh, et vous avez une autre entrée où on dit About my blog qui donne des détails sur mes blogs, sur ce que je fais. Je suis reporter aussi pour le Toronto Star parce qu'ils ont quelquefois des articles sur l'alimentation ou l'agriculture et on me demande ou on m'envoie en reportage de temps en temps et quelquefois il y a des photos que vous pouvez récupérer par exemple pour vos propres blogs. Et puis, il y a l'entrée home euh, où je raconte donc ce que je fais et très souvent, je suis souvent appelé à faire des blogs pour des publications, le Guelph Mercury, Real Agriculture et autres publications du genre pour lesquelles j'écris des articles de temps en temps au Agri Success Journal et il s'agit donc d'une bonne façon de conserver les articles qui ont déjà été publiés. Donc, je prends ces articles, je les résume un peu en format de 3 paragraphes qui correspondent au plan que je vais vous donner un peu plus tard aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu différent de ce qui a été publié, mais on retrouve les photos, les titres, des choses qui attirent les gens et qui les intéressent et ce sont des choses sur lesquelles il m'intéresse de publier. Donc voilà mon blog. J'utilise le titre Urban Cowboy. Je ne suis pas un agriculteur moi-même, mais j'ai une passion pour l'agriculture et je suis toujours prêt à parler de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Et je pense que des blogs de ce genre peuvent se retrouver dans les journaux et euh, quand les journaux évoluent, bien, je vais changer un petit peu mon blog pour que ça corresponde à la façon dont ils présentent les choses. J'aime beaucoup euh, les blogs et je participe d'ailleurs avec quelques-uns de mes anciens étudiants à des échanges de blogs euh, et euh, j'ai beaucoup de choses que je peux dire grâce à ces blogs et c'est une façon de transmettre mes connaissances. Là, vous voyez, restez calme et profitez des blogs. Effectivement, les blogs, c'est quelque chose d'intéressant et de valable parce que ça ouvre des portes et vous devenez en quelque sorte éditeur de vos propres connaissances, de vos propres nouvelles qui sont publiées sous forme de blog. Et ça, c'est nouveau dans l'histoire humaine. Et cela veut dire que le journalisme devient pratiquement individuel. C'est le citoyen journaliste, si vous voulez, qui raconte son point de vue, qui parle de son expérience, et ainsi de suite. Et, et évidemment, on peut faire des études en journalisme pour devenir journaliste, mais vous, en tant que citoyen, pouvez devenir de cette façon journaliste. Et je crois que les blogs, ça peut être intéressant. J'ai mis cette diapo là parce que donc quelqu'un dit bon et donc j'écris un livre. Bon, eh bien aujourd'hui c'est plus un livre qu'on écrit, c'est un blog. Et si vous dites j'écris un livre, la personne va dire ah bah racontez-moi ce qu'il y a dans votre livre. Et là donc j'écris un blog et les gens vont vous dire ah bah racontez-moi ce que vous mettez dans vos blogs. Et donc, cela suscite l'intérêt. Et puis, évidemment, il y a des millions et des millions de blogs qui circulent. Et je pense que c'est très populaire. Et ça, parce que ça donne aux gens la possibilité de s'exprimer eux-mêmes, ce qui serait peut-être pas possible autrement. Et cela donne également aux leaders une possibilité de faire presque des sondages d'opinion, euh, parce qu'il suffit de lire les blogs pour voir ce que les gens pensent et comment ils réagissent. Donc, aujourd'hui, on va se poser un certain nombre de questions. Pourquoi bloguer? Qu'est-ce que le journalisme citoyen et pourquoi être objectif? Pour moi,
bloguer, c'est une activité proactive, comme je l'ai déjà expliqué, mais c'est également très coloré, très culturel, si vous voulez. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre toutes sortes de citations, avoir de la vidéo, et y ajouter un certain nombre de choses. C'est un petit peu comme un journal euh, qui a des illustrations. Donc, c'est une façon de faire passer l'information et de lancer la conversation. Et en tant que citoyen, c'est une forme de journalisme citoyen. Et pourquoi faut-il être objectif? Et je vais vous en parler aujourd'hui et nous pourrons en discuter avec le chat. Comment faut-il procéder pour être objectif dans un blog et comment peut-on présenter de l'information objective? C'est valable pour l'agriculture. En tant qu'avocat, vous voulez pouvoir exprimer votre position et dire ce que vous pensez de la situation à un moment donné et diffuser vos réactions auprès du public. Et vous êtes passionné et vous voulez faire valoir votre opinion. Alors ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que le format qu'on va discuter vous permettra de le faire et tout en restant objectif et donc en présentant votre point de vue avec objectivité et subjectivité en même temps. Alors, voilà où nous en sommes. Les blogs font partie de la stratégie des médias qui est disponible aujourd'hui. Vous participez peut-être à d'autres de ces activités qui sont indiquées ici. Et l'agriculture doit être partout présente en tout temps. Il y a les journaux et l'agriculture est déjà couverte par les revues et journaux agricoles. Il y a également l'Internet, la télévision, la, la, la radio, des émissions agricoles dans certains cas, aux États-Unis par exemple, mais les blogs font partie de l'Internet. C'est une approche qui est une forme de média et donc on peut parler agriculture. Et c'est important également de parler de l'aspect proactif, à savoir que là, ce n'est plus les médias qui viennent à vous, mais c'est vous qui devenez le médium, si vous voulez. C'est vous qui transmettez la nouvelle et non pas vous qui la recevez. Comme Chris l'a dit, ma formation est dans le domaine des nouvelles, donc moi j'aime bien bloguer sous forme de nouvelles. Et les nouvelles intéressent les gens, cela suscite leur curiosité et cela vous donne une raison d'écrire un blog, mais le lecteur est intéressé par ce que vous allez écrire et vous voulez donc transmettre un point de vue, vous avez une certaine perspective et cela vous permettra, avec ces blogs, plus ou moins répétés, des blogs qui interviennent sur le web. Et si vous mettez web et log ensemble, ça fait weblog, et c'est de cela qu'il s'agit. Alors, il s'agit d'une approche axée sur les nouvelles, dans laquelle vous allez exprimer votre opinion, votre point de vue, et c'est ça qui fait un blog finalement. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est une approche axée sur les nouvelles dans mes blogs. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que c'est que ce mot nouvelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre? Et moi, par exemple, quand j'explique à mes étudiants, il y a un cours de rédaction de nouvelles et de communication, eh bien, avec ce genre de programme, les étudiants de l'université
peuvent écrire sur leurs recherches. Nous, on écrit à propos des nouvelles et des nouvelles agricoles, bien sûr. Alors, le problème est de savoir comment on définit les nouvelles. C'est un terme assez générique qui recouvre beaucoup de choses différentes pour beaucoup de gens. Et c'est facile parce que finalement, les nouvelles, il y a le mot nouveau là-dedans et ça veut dire c'est tout ce que les gens trouvent intéressant parce que c'est nouveau. Et d'une certaine façon, il faut pouvoir déterminer ce que les gens trouvent intéressant pour pouvoir les intéresser précisément. Alors, vous pouvez vérifier les statistiques pour voir combien de gens sont à l'écoute de votre blog, combien de gens vous suivent. Mais en agriculture, il y a nombre de sujets qui peuvent être intéressants. Et si vous regardez autour de vous, il y a des choses qui vont vous paraître bien habituelles, bien ordinaires, mais ces choses-là sont peut-être normales sur une ferme, mais pour les gens qui ne sont pas dans un milieu rural, cela peut les intéresser considérablement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ces choses-là. Et cela fait l'objet des fois d'un certain nombre d'articles, de magazines ou de journaux. Les gens veulent savoir ce qui se passe, ils trouvent que c'est intéressant, ils trouvent donc que l'agriculture est intéressante. Ça n'a pas toujours été le cas, historiquement parlant. Pendant longtemps, les gens qui n'étaient pas eux-mêmes impliqués dans l'agriculture ne s'intéressaient pas à ce qui se passait dans le monde agricole. Et ils écoutaient ou ils suivaient bien d'autres choses, mais sauf l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est aussi l'alimentation. Et cette relation entre l'agriculture et l'alimentation est maintenant populaire et en quelque sorte, par suite, les gens s'intéressent à l'agriculture. Alors, voilà ce que c'est que les nouvelles. Alors, parmi les nouvelles, qu'est-ce qui est intéressant? Ah ben, les photos, c'est extrêmement intéressant. Voici un cultivateur qui produit du foin organique depuis 15 à 18 ans, parce qu'il a trouvé que c'était intéressant et que c'était valable. Et ça l'intéresse philosophiquement d'un certain côté, mais il faut aussi que ce soit rentable, et c'est une activité tout à fait rentable. Et il aime en parler, par exemple, à des gens qui s'intéressent à la culture, et voilà une façon de diffuser la nouvelle. Et donc, vous voyez Tom qui vous présente son foin, et il a le pouce levé pour dire que c'est de la bonne marchandise. Alors effectivement, il est fier du foin qu'il produit. Et bien ça, c'est une nouvelle intéressante. Un producteur de foin, euh, comment se débrouille-t-il dans une année où la météo n'a été loin d'être favorable, par exemple? Voilà une chose qui peut intéresser le monde. Alors voilà une photo qui va attirer et intéresser les gens. Voilà une autre photo de Monsieur Safari, qui est propriétaire d'une ferme à Saint Kitts, euh, qui est visitée par les touristes qui viennent faire leur propre cueillette et qui viennent chercher des fruits ou autres. Et il a 2 ou 3 acres qui sont réservés à la cueillette par les touristes et les gens viennent y chercher des fruits qu'ils vont consommer souvent le jour même. Et là, c'est une approche tout à fait directe et pratico-pratique. Voici aussi des pirochki ou pirogis euh, qui sont un aliment que plusieurs connaissent. Et il y a des gens qui sont spécialistes de la photo d'aliments ou de plats bien présentés. Alors, quand vous voyez une photo comme ça, eh bien, ça vous donne envie de consommer. Alors, la bière, maintenant aussi, est un produit évidemment connu et populaire, et les gens sont toujours intéressés à des histoires autour de la bière, des tweets ou des photos, etc.
Et quand vous dites aux gens, j'ai un blog, est-ce que je pourrais prendre une photo de vous pour la mettre sur mon blog? Les gens sont très fiers et très heureux que vous pensiez à les présenter dans votre blog. Et vous voyez que là, on présente une histoire sur laquelle les gens vont se poser un certain nombre de questions. Voici maintenant un élevage de chameaux. Et ça, c'est plus dans le même coin, c'est à Abu Dhabi, euh, c'est sûr. Mais vous voyez ici le responsable qui nous présente ces animaux de façon très fière. Et l'agriculture peut avoir ou mener à des activités extrêmement diverses. Et vous voyez qu'une belle photo peut être un centre d'attraction dans un blog. Et, et, et on voit des gens qui récoltent des céréales ou qui élèvent des animaux et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de présenter des solutions aux problèmes, parce que ça intéresse toujours les gens. Et la recherche, souvent, c'est une réponse à une question. On a détecté une problématique et on cherche la réponse. J'aimerais citer David Clure, qui est investisseur en capital de risque, qui dit les gens ne s'intéressent pas à vos solutions, ils s'intéressent à leurs problèmes. Et par conséquent, vos solutions les intéressent dans la mesure où ça peut régler leurs problèmes. Et donc, quels sont les problèmes que ressentent ou que rencontrent les Canadiens aujourd'hui? Il faut se poser la question, puisque ce sont les réponses qui intéresseront le monde. Alors, quelles sont les solutions que l'on trouve dans le domaine de l'agriculture? L'agriculture peut offrir quelques solutions intéressantes, par exemple de la nourriture abordable et de la nourriture abondante ou non, la sécurité alimentaire de l'ensemble du pays, mais quelquefois la nourriture est abondante, mais il peut y avoir une catastrophe naturelle, une inondation, une sécheresse, et là, c'est beaucoup moins abondant. Il y a également des situations dans lesquelles on parle de la préparation des aliments, de la transformation alimentaire. Alors, l'utilisation efficace de la nourriture est aussi un sujet d'intérêt depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, les gens sont à la recherche de renseignements précis et fiables sur l'utilisation efficace de la nourriture. Et puis, il faut souvent dissiper des confusions qui perdurent. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui font des blogs dans le domaine de l'alimentation, parce que on peut dissiper des méprises ou des confusions qui sont distribuées ou répétées. Lorsque on prend une position proactive, on peut surveiller quelles vont être les réactions à cette position ou aux nouvelles. Et l'agriculture a souvent de bonnes histoires optimistes et en conséquence, c'est intéressant parce que ça intéresse évidemment le monde et c'est optimiste. Donc, des histoires optimistes, c'est toujours bon à raconter. Et vous pouvez raconter vos belles histoires à propos de la nourriture qui est produite localement et de la nourriture que vous-même vous produisez, qui est une nourriture saine, et elle peut être vendue dans une épicerie ou sur un marché local. Là, il y a toujours des histoires à présenter. Les gens sont intéressés également par la viabilité environnementale et il y a toutes sortes de planifications qui se font dans le secteur, mais les gens ne sont pas toujours au courant. Et là, vous pouvez peut-être parler de l'environnement, expliquer les choses, expliquer la relation entre l'environnement et l'agriculture, présenter le rôle de l'agriculteur dans l'économie
Ça n'est pas toujours compris par tout le monde. Ça n'est pas nouveau, bien entendu, mais c'est quand même un rôle qui est important dans notre économie. Et c'est toujours bon aussi de donner quelques statistiques à l'appui pour préciser votre point de vue et démontrer ce que vous voulez dire et l'illustrer. Il y a aussi la façon dont les régions urbaines, les régions rurales, pardon, du Canada appuient le transport urbain, les activités récréatives, les loisirs, et là, vous pouvez montrer euh, la route qui passe devant votre ferme et puis qu'elle conduit à une plage ou un parc provincial dans le voisinage. Euh, Tout ça va intéresser le monde parce que ce sont des choses qui finalement intéressent tout le monde. Alors, maintenant, on va passer à quelques suggestions sur la façon de monter un blog. Là, il y a un chiffre qui apparaît sur l'écran, qui est le chiffre 3. Et j'attire votre attention sur ce point. 3, c'est 3 pour 3 paragraphes. Et c'est un principe qui a été monté par mon collègue Jim Evans, qui est professeur à l'université de l'Illinois, et moi-même à l'université de Guelph. Et ça a déjà été publié dans le journal de communication appliquée et qui s'intéresse donc à la communication dans l'agriculture. Là, il y a sûrement des articles qui pourraient vous intéresser parce qu'il y a des documents ou des articles publiés par les spécialistes des communications dans plusieurs universités américaines ou canadiennes. Des chercheurs, par exemple, qui font part des résultats qu'ils ont obtenus dans leurs recherches. Donc, Jim et moi-même avons élaboré ce modèle des 3 paragraphes et nous allons vous l'expliquer. Voici la structure clé dont il faudra vous souvenir. Voici les questions qu'on se pose. Quoi? Et alors? Et maintenant? Alors ça, c'est, si vous voulez, le squelette d'une conversation que j'ai pu avoir avec un interlocuteur. Quand des délégations arrivent pour rencontrer un ministre, voici ce que le ministre va demander à son personnel qui doit préparer un briefing, un communiqué. Alors, les questions, c'est quoi, et alors, et maintenant. Et autour de toute question, tout enjeu, tout sujet, vous pouvez poser ces 3 questions. Et j'aime bien la façon dont ça a été rassemblé parce que c'est percutant, c'est direct et on peut utiliser ça pendant 5 minutes ou bien le ministre peut en faire un exposé qui va durer 20 minutes. Mais alors, vous allez retrouver le ministre, il va vous dire, bon, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et quels sont les nouveaux développements qui vous ont fait venir ici et alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème, d'après vous? Alors, ça permet de structurer un petit peu la discussion et c'est pas comme si le ministre est là, puis tout le monde lui parle, puis il lui pose des questions, puis il lui présente des choses, etc. Et finalement, le ministre, au bout de 20 minutes, serre la main à tout le monde et se retire. Et donc là, cette structure permet d'aller dans le vif du sujet et par conséquent, c'est très intéressant pour rédiger un blog. Et le premier paragraphe sur un blog de 3 paragraphes, c'est le quoi. Le deuxième paragraphe, c'est et alors. Et le troisième paragraphe, c'est et maintenant. Alors, voyons ça en place, en situation. Le nouveau développement, c'est l'enjeu d'abord, le nouveau développement ensuite, dans l'enjeu, et enfin, le et maintenant, ça devient votre opinion sur ce nouveau développement ou un appel à l'action. Et vous voyez
donc que cette structure est une combinaison d'éléments objectifs et d'éléments subjectifs. Et il faut rassembler le tout, ficeler le tout ensemble. Alors l'enjeu, c'est quoi? La question qui se pose, c'est quoi? Ensuite, quels sont les nouveaux développements à ce propos dans l'enjeu? Et ensuite, donc c'est le et alors. Et troisièmement, quelle est votre opinion sur le nouveau développement ou l'appel à l'action? C'est le et maintenant, ou si vous préférez, le paragraphe numéro 3. Cette approche joint l'objectivité à la subjectivité, combine les deux, dans les deux premiers paragraphes, et cela, c'est une façon de respecter les lecteurs, parce qu'on ne prétend pas tout savoir sur un sujet donné, mais il s'agit d'exposer le sujet, de le mettre en vedette de façon relativement objective, même si c'est un peu difficile quelquefois quand vous êtes passionné pour une question, vous êtes un avocat de l'agriculture, alors vous avez tendance à vous enflammer un peu, mais cela respecte le lecteur parce que les gens n'ont pas forcément la même compréhension que vous du sujet. Et vous avez 90 mots, peut-être une centaine, pour présenter la question. Et si vous allez plus avant dans votre blog, vous pouvez toujours vous arrêter ou marquer une pause en préparant votre blog. Alors, ce blog doit avoir 3 paragraphes. Vous allez continuer donc à écrire, mais vous présentez le sujet d'emblée au départ. Le nouveau paragraphe démontre que vous avez le sens des nouvelles et ça introduit un sentiment d'immédiateté et d'excitation. Ça veut dire que vous allez communiquer votre enthousiasme à vos lecteurs. Et cela permet, dans l'exposé, donc, de permettre au lecteur de suivre facilement votre position ou votre appel à l'action, ce que vous proposez, donc, en matière d'action, dans l'ordre qui est indiqué sur l'écran. Et quand vous vous faites l'avocat d'une mesure donnée, vous avez une position relativement forte, mais vous avez déjà présenté le cadre du problème. Maintenant que vous comprenez la situation, voilà ce qu'il faut faire. Et si vous connaissez bien la question, puisque maintenant vous l'avez expliqué, vous allez nous suivre dans ces développements. Alors, la clé de toute cette évolution, de cette progressivité, c'est précisément cette progressivité, cette transition, parce qu'elle est essentielle. Quelquefois, dans un webinaire, on est appelé à avoir des paragraphes séparés, mais il faut une transition entre un paragraphe ou un autre. Et quelquefois, il faut une transition même au début du deuxième paragraphe. Voici les nouveaux développements. Voilà, troisième paragraphe, voilà ce que j'en pense et voilà ce qu'on pourrait faire. Ça, c'est ça, la transition. C'est exactement à ce que ça sert. C'est la colle qui permet au paragraphe de rester homogène et de tenir ensemble. C'est ainsi donc qu'on prépare une transition. Alors, il y a une liste de vérifications sur les blogs également que nous avons préparées. Alors, il y a d'abord la question de la structure en 3 paragraphes. Et dans la liste de vérification, c'est ce que j'utilise avec mes étudiants. Et je leur dis, eh bien, essayez ce format et prenez la liste de vérification pour voir que vous n'avez rien oublié. Alors, comment se présente ma structure? Où sont mes 3 paragraphes? Est-ce que j'ai bien identifié le problème, les nouveaux développements et les mesures que je propose à cet égard? Alors, là, il y a d'abord la structure, mais il y a aussi l'intérêt suscité par la présentation. Et il y a toujours des histoires que l'on peut raconter ou expliquer, et il n'est pas
nécessaire de rentrer très avant dans le détail parce que vous voulez amener votre lecteur à réagir, mais il n'est pas nécessaire de rentrer dans toutes sortes de détails. Et donc, si le deuxième paragraphe est réellement intéressant, constitue vraiment une nouvelle, le lecteur va être accroché et va se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et par conséquent, le nouveau développement que vous présentez va l'intéresser. L'originalité d'un blog peut être importante également. Pourquoi bloguez-vous? Qu'est-ce que vous avez à dire de nouveau? Moi, je me souvenais tout à l'heure que je vous ai parlé de Urban Cowboy, là, en tout cas, euh, je voulais parler de l'agriculture il y a 20 ans ou plus, du point de vue urbain, tel que les gens des villes peuvent concevoir la chose. Maintenant, j'appelle ça cowboy writer, cowboy blogger, etc. Mais bon, c'est ça l'histoire du cowboy urbain. Mais quel est votre point de vue original? Quelle est votre originalité? Quelle est la perspective particulière que vous voulez présenter à vos lecteurs? Bon, quelquefois, il faut faire attention à l'orthographe, à la grammaire, pour que les choses restent compréhensibles et claires. Les journalistes, des fois, commencent les phrases par et, mais, etc. Mais ça n'est pas toujours un style très clair. Il faut respecter l'orthographe et la grammaire, bien entendu. Voici un exemple de 3 paragraphes. Là, on parle, c'est un de mes cours au semestre dernier et j'avais demandé des blogs à mes étudiants. Ils en avaient 7 ou 8 à faire dans le semestre et je leur ai demandé de faire des blogs de 90 mots ou moins par paragraphe. Et je voulais qu'ils parlent de nouveaux développements, bien sûr, et de l'opinion qu'ils avaient ou des mesures qu'ils proposaient. Et en conséquence, on voulait voir ce que ça donnerait. Là, 250 mots, là on est à 273, et ce n'est pas inhabituel qu'on demande à un journaliste d'écrire un article de 250 mots. Et par conséquent, c'est une longueur tout à fait réaliste qu'on retrouve en vérité dans la situation réelle. Et cet étudiant-là est un agriculteur qui cultive les légumes en Ontario et qui s'intéresse beaucoup à expliquer au monde différents aspects des légumes. Et donc, là, c'est un exemple qui porte sur l'ail. Et là, il parle d'abord de l'ail et puis ensuite, il y a un nouvel élément, l'ail éléphant, qui est une nouveauté qu'on retrouve dans les épiceries et marchés de l'Ontario. Ça, c'est un paragraphe de transition. Et puis, ce qu'il propose à la fin, il dit que ce n'est pas nécessairement mauvais, mais il faut vérifier que l'ail correspond bien à ce que vous recherchez au point de vue goût et autres. Et ça, c'est un exemple de cette composition en plusieurs paragraphes. Là, on parle de l'ail. L'ail, c'est une denrée que les gens connaissent bien en général. Mais là, il y a des nouveaux développements, il y a une nouvelle sorte d'ail. Et là, on explique donc ce dont il s'agit. Et, et là, dans sa ferme, par exemple, on construit de l'ail et il cultive
de l'ail conventionnel, par exemple. Mais donc, c'est un exemple d'une situation ou d'une nouveauté à partir de l'ail. Alors, il y a maintenant un autre exemple qui est l'apocalypse des zombies qui porte sur les abeilles. Et on dit que certaines abeilles sont malades. Et puis, il y a un nouveau développement plutôt ce mois-ci. C'est pas obligé d'être hier, même ce mois-ci. La plupart des gens sont pas au courant, donc c'est une nouvelle pour eux. Et puis là, il présente la situation, nouveau développement au deuxième paragraphe et troisième paragraphe, des mesures à prendre, ce que vous devez faire ou ce qu'il vous propose de faire. Bon. Donc il donne ça en conclusion en quelque sorte. Donc voilà encore un blog de 355 mots qui a cette structure en 3 paragraphes. Voici des exemples de blogs qui sont accessibles. C'est des blogs que plusieurs m'ont proposé. Gestion agricole les a trouvés sur l'internet et c'est eux qui m'ont donné les adresses que je vous donne ici. J'aime bien ces blogs parce que ce sont des blogs qui sont tout à fait accessibles et qui donnent une bonne idée de la façon de faire des blogs que vous pouvez d'ailleurs imiter dans ce que vous avez à dire. Et ça veut dire que en 20 minutes, après avoir lu ces blogs-là, vous êtes capable de monter votre propre blog. Et vous voyez ici les différentes adresses. Bon, et ça, on pourrait remplacer ça par votre propre blog avec votre propre adresse Internet. Et il y a toutes sortes de nouvelles qui peuvent être présentées comme ça. Là, ici, par exemple, on parle d'une fille de la ville qui court après des bovins, etc. Et puis, un autre blog, là, le hashtag FarmLife, parle de la vie à la ferme, de la vie donc à la campagne. Et puis en français, en bas, de la bande riveraine, là, c'est intéressant par la structure, par la façon dont c'est présenté en français pour les francophones. Alors, il y a un certain nombre de choses dont il faut se souvenir au niveau de l'engagement du public à travers les médias. Il faut de la force et de la fiabilité. Et quand vous aurez créé votre blog, quand les gens sauront qu'ils peuvent vous faire confiance parce que vous présentez les choses objectivement, les nouveaux développements aussi objectivement que possible, et ils sauront qu'ils peuvent se fier à vous pour apprendre des choses nouvelles et des nouvelles perspectives. Et cela veut dire, je vous préviens aussi que quelquefois vous allez avoir des commentaires de gens qui ne sont pas satisfaits du tout. Et quelquefois vous allez être un peu étonné parce que vous cherchez à présenter un point de vue favorable à l'agriculture en tant qu'avocat, comme on dit ici. Eh bien, ce qu'il faut, c'est passer outre et poursuivre et avoir la force de vos convictions. Ne laissez pas tomber, même si plusieurs vous critiquent ici ou là. On ne peut pas satisfaire tout le monde et être d'accord avec tout le monde. Donc, c'est normal de se faire entendre et de respecter le point de vue des autres. Tout type de journalisme se nourrit des relations entre les humains. Donc, bienvenue au club des journalistes parce que tout est relation. Vous avez besoin de lecteurs et les lecteurs ont besoin de vous pour lire ce que vous avez à écrire. Et je crois que le style de votre blog peut être assez caractéristique, mais le monde a besoin de journalistes et les gens
sont à la recherche d'articles et cela permet de développer des relations avec ces gens-là. Vous voulez être respectueux et respecté et que les gens aient confiance en vous. Et comment construit-on ces relations? Eh bien, les relations se construisent par des conversations, par l'interaction entre les individus. C'est-à-dire que quand vous développez une relation avec quelqu'un, chaque intervenant a besoin de l'autre. La conversation s'engage, les gens vous connaissent, vous les connaissez, et quand ils ont besoin d'informations, c'est vous qui vous contactez, et inversement. Quand vous avez une conversation avec un lecteur, quand vous lui répondez, parce qu'il a posé des questions sur n'importe quel sujet, je ne sais pas, le blé ou autre, il y a une relation qui s'établit entre les deux participants. Et en tant que blogueur, vous êtes une forme de journaliste et vous avez une relation avec vos lecteurs. Alors voilà donc ce que nous avions à vous dire dans ce séminaire. Et maintenant, il nous fera plaisir de répondre à vos questions en vous demandant de bien vouloir les rédiger dans la fenêtre prévue à cet effet. Tout d'abord, merci à tous et toutes qui avez bien voulu suivre ce séminaire. Moi-même, j'essaie de me lancer dans les blogs, mais j'aime bien ce modèle et cette structure. Et c'est pas la première fois que je vois l'image de ces chameaux. Mais avant de passer aux questions, euh, je vais mettre mon petit grain de sel. Dans une vie précédente à Ottawa, en dehors de gestion agricole, euh, j'ai vu que les blogs peuvent jouer un grand rôle pour relier les producteurs agricoles et le public qui achète leurs produits sur les marchés agricoles. Alors, là, ça serait intéressant de voir quels seraient les conseils qu'on peut donner justement à ces producteurs agricoles qui voudraient s'adresser à leurs acheteurs. Effectivement, c'est un défi et c'est un petit peu la même chose en science. Quand on écrit, par exemple, des articles sur la recherche et sur la science, et il y a des mots complexes qu'on utilise et que les gens ne connaissent pas, et ça ne passe pas, évidemment, si on utilise ça sans expliquer la chose. Et c'est le cas souvent dans la science. Et les agriculteurs parlent aux agriculteurs, là ils se comprennent entre eux, bien sûr. Alors je crois que la meilleure façon de le faire, c'est peut-être de faire appel à quelqu'un qui, lui ou elle, n'est pas agriculteur. Et en particulier pour expliquer des choses que les gens ne comprennent pas ou dont ils ne sont pas au courant. Et quand mes étudiants ou moi-même rédigeons sur la recherche que nous faisons, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un certain nombre de termes et il faut que les lecteurs comprennent qu'il y a des mots peut-être qu'ils ne connaissent pas encore, mais qui seraient utiles pour leur connaissance et qu'il faut utiliser pour décrire une situation spécifique. Alors, là, il suffit d'une définition claire de ce que signifie le mot et il faut pouvoir expliquer le mot. Mais peut-être que cela peut être le sujet d'un blog complet. Un blog sur un mot, c'est un peu délicat quand même. Mais c'est peut-être intéressant d'ajouter l'information en bas de page, si vous voulez. Si vous utilisez un mot scientifique inconnu de vos lecteurs, c'est assez facile de donner une définition. Euh, par exemple, des fraises qui ont une caractéristique particulière, eh bien pour décrire cette caractéristique, on peut aussi l'expliquer. Très bien, merci.
On a une question de Lindsay qui dit, eh bien, on fait des blogs pour communiquer entre organisations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour éviter de donner l'impression qu'on est en train de faire du marketing? Eh bien, je reviens à la question de la nouveauté et des nouvelles. Vous pouvez écrire un blog et si quelqu'un vous parle de quelque chose qui est intéressant au point de vue nouvelle, ben, si vraiment la chose est intéressante, originale, ça n'est pas du marketing, ça donne pas une impression d'être du marketing. Et dans le deuxième paragraphe, vous connaissez votre sujet, et dans le deuxième paragraphe, il faut pouvoir parler d'une nouveauté ou de quelque chose de nouveau qui vient de se produire. Et ça va susciter l'intérêt du lecteur qui va continuer à lire le blog. Merci beaucoup. Margaria qui nous demande, est-ce qu'il faut prévoir une section commentaires dans un blog? Il y a deux réponses à la question. Est-ce qu'il faut prévoir une place pour les commentaires dans un blog? Je crois que les blogs doivent avoir une partie commentaire si vous voulez vraiment susciter le dialogue avec le lecteur. Donc il faut que le lecteur puisse lui s'exprimer à son tour. Donc si on veut présenter l'agriculture ou des choses du monde agricole, je pense qu'il faut prévoir une petite section réservée à la réponse de vos lecteurs. Mettons, vous faites un blog de 300 mots, ça n'est pas nécessairement tout ce que l'on peut dire sur le sujet ou sur le thème qui vous intéresse. Et peut-être que les lecteurs vont demander des éclaircissements ou des précisions. Je ne suis pas un expert en blog, mais je pense que c'est pas obligatoire d'avoir une partie commentaire. Et quelquefois, il y a des blogs qui sortent et qui n'ont pas de commentaires ou des choses comme ça. Mais il y a des centaines de formes de blogs que vous pouvez utiliser et vous pouvez aller les chercher sur l'internet, c'est gratuit et dans certains cas il n'y a pas de commentaires, donc c'est optionnel. Julianne qui nous demande l'étiquette en matière de reblogage. Le fait que le blog ait déjà été publié signifie que vous avez une forme ou une autre de droit d'auteur là-dessus. Alors, si quelqu'un veut réutiliser un blog, la moindre des courtoisies, c'est de vous adresser à l'auteur pour lui demander l'autorisation. Mais il y a bien des choses que vous ne connaissez pas sur le blogueur. Et si c'est un nouveau développement qui vient d'intervenir, je crois qu'il serait de bonne loi de vous adresser à l'auteur initial pour lui demander ce qu'il en pense. Donc, il faudrait demander la permission. Oui, je poursuis dans cette voie. J'ai entendu parler des blogs comme étant la littérature des gorilles. Alors, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Comment mesurez-vous les réactions du public, par exemple? Comment vous appelez ça? Est-ce que c'est les gorilles ou la guérilla? Ben, c'est une forme de guérilla. On connaît la guérilla urbaine, alors ça c'est la guérilla écrite, si vous voulez. Bon, alors, il y a des blogueurs qui considèrent qu'ils font un genre de guérilla. Et est-ce que ce journalisme
agressif et du blog, je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est du journalisme, mais quelquefois cela peut inquiéter différentes organisations parce que il y a des gens qui se servent des blogs de façon relativement agressive. Mais ça également c'est limité parce que en démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il ou elle a à dire et d'exposer leur point de vue. Alors, certains journalistes considèrent que les blogueurs leur permettent d'exposer davantage leur point de vue et donc de faire toute la différence. Pamela nous demande, vous avez dit qu'un blog devait avoir une certaine continuité. Est-ce qu'on peut envisager quelques mois, par exemple? Est-ce que, au niveau temporaire? Eh bien, s'il y a un faisceau de nouvelles qui arrivent, qui permettent d'alimenter votre blog, vous pouvez bloguer plus souvent qu'une fois tous les mois. Euh, mais si c'est quelque chose de saisonnier à propos de votre ferme, bon, vous pouvez intervenir à quelques mois de distance. Mais tout dépend de la régularité de la chose. Certains vont dire c'est inutile de bloguer à moins d'avoir des nouvelles, à moins d'avoir quelque chose à dire, c'est-à-dire d'avoir des nouvelles à donner. Et ça, c'est toute la question, tout l'intérêt du deuxième paragraphe. Il faut qu'il y ait une nouvelle, qu'il y ait quelque chose à dire dans ce deuxième paragraphe. Je ne connais pas ça, mais il y a eu une cause devant les tribunaux qui s'est retournée contre un blogueur du Montana. Est-ce que vous êtes au courant? Ben, non, apparemment. Alors, Margarita, elle nous parle de communication. On a parlé des travailleurs immigrés dans les fermes. Là, comment on peut traiter ce sujet? Comment doit-on réagir? Effectivement, euh, c'est un sujet qui a été à l'ordre du jour, mais il faut savoir euh, où les choses s'arrêtent. Vous, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les commentaires, particulièrement les commentaires spécifiquement négatifs. Moi, dans mon blog, euh, je peux retirer certains commentaires. Et ça fait partie des règles du jeu. Les gens qui vous insultent, c'est pas la peine de garder ça. Ça ne sert à rien ni à personne. Alors, vous n'avez pas à hésiter. Eh bien, je vous dis bien humblement que ça m'est arrivé de le faire. Mais c'est ça l'avantage des médias sociaux. C'est vous qui êtes votre métaphore. Régent, Régent et nous demande s'il y a des exemples de blogs qui ont pu se faire attaquer en raison de leur contenu. Non, je n'ai rien là-dessus. Rien. Et, que dit-on à une personne qui s'intéresse au journalisme sans pour autant d'obtenir ou avoir un diplôme en journalisme? Souvent, les blogueurs n'ont pas nécessairement suivi un programme de formation sur le journalisme ou plus particulièrement en journalisme agricole. Moi, j'enseigne à peu près le seul cours de journalisme agricole au Canada et cela donne l'occasion éventuellement d'améliorer les choses. On parle des choses dont on a besoin un peu partout au Canada et on parle de ce qu'il faudrait faire pour rassembler la communauté agricole. Et les journalistes
des fois parle de campagne nationale. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose au niveau éducation, au niveau connaissance, effectivement, pour diffuser la connaissance dans le secteur agricole. Nick maintenant qui demande est-ce que est-ce que le micro-blog est aussi valable qu'un blog normal? Je crois que Twitter et Instagram sont des outils importants sur le plan social et qu'on peut les utiliser pour diriger les lecteurs vers votre blog. Donc vous pouvez faire appel à Instagram et Twitter pour aller chercher le monde en quelque sorte. Si vous voulez avoir un blog très concis, vous pouvez mettre quelques photos et ainsi de suite. Et si vous voulez un contenu éditorial, c'est un blog normal qu'il vous faut. Parce que vous ne pourrez pas tout raconter sur Twitter, c'est trop bref. Parce que vous êtes limité dans le nombre de caractères. Mais vous pouvez utiliser ce nombre réduit de caractères pour orienter les gens vers votre blog où là, vous pourrez dire tout ce que vous avez à dire. Et finalement, Savannah, Bonon, avez-vous des suggestions? Ça ressemble à du marketing, ça. Vous avez des suggestions pour susciter l'augmentation du nombre de lecteurs au-delà de votre réseau personnel? Eh bien, Twitter peut être utilisé pour ça. C'est une façon effectivement de se faire de l'autopublicité, si vous voulez. C'est très facile sur Twitter de dire quelque chose qui permet d'aller chez Savannah, par exemple, pour lire ses blogs. Et également, ce qui attire le lecteur, c'est d'avoir de bonnes photos et des nouvelles à jour de l'actualité. Et ça revient à la notion des 3 paragraphes dont on a longuement parlé. Et finalement, le nombre de lecteurs est très influencé par la qualité du blog lui-même et par son contenu. Mais les photos peuvent attirer le monde, mais c'est le contenu essentiel qui prime. Merci. Donc, vous voyez également la question de Suzanne. Et pour les gens qui cherchent une formation en journalisme, et donc cela veut dire qu'il y a un nombre de groupes qui s'intéressent à la chose. Oui, effectivement, même les organismes internationaux. Mais il y a la Fédération des journalistes agricoles, qui est une association qui couvre tout le Canada, et Suzanne a parfaitement raison. Les journalistes agricoles suivent des cours, participent à des séminaires. Il y a des séminaires sur la photographie, sur la rédaction d'articles et ainsi de suite. Et il y a toutes sortes d'organismes qui participent. Et donc, il s'agit de faire le suivi de la communication, du journalisme et ainsi de suite, et de décrire tous les aspects de la communication et du journalisme agricole, de les gens qui fournissent les nouvelles, puis les gens qui écrivent sur les nouvelles. Eh bien, Owen, on va terminer. Est-ce que vous nous donnez une petite conclusion? Et moi, j'ajouterai quelques petits mots. Mais allez-y, à vous le tour. Eh bien, je tiens à remercier tous les participants. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses et que ça éclairera votre lanterne. C'est toujours un défi que d'écrire quelque chose et il faut pouvoir monter un blog qui ait un certain style. Donc, je pense que les recettes dans ce secteur sont les bienvenues et vous aideront. Vous avez mon adresse de courriel qui est sur l'écran, mais il y a toutes sortes d'occasions
où l'on peut écrire quelque chose. Et je vous engage à communiquer avec moi si vous désirez des précisions. Merci à Chris, merci à toute l'équipe de la gestion agricole qui nous ont offert cette possibilité de faire ce blog. Les canaux de communication restent ouverts et ce sera avec plaisir que nous vous répondrons si vous avez des questions à poser. Merci.